Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de Transition. Transition avec un S entre parenthèses. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans ce salon Bonobo de notre partenaire, l'hôtel Vénus à la Gombe, Maître Michel Okongolomena. Il est président national du parti politique Unité des Valeurs. Il est également candidat président de la République. Maître, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous ne courez pas beaucoup les plateaux de télévision, comme certains de vos collègues. Nous vous remercions beaucoup au nom de Numérica Télévision pour avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Maître, vous avez suivi avec attention, je crois, comme tout le peuple congolais, les péripéties qui entourent les obsèques du président de l'UDPS, feu Étienne Tshisekedi. Que vous inspirent les positions des uns et des autres? Je veux commencer par vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau. Je profite également de l'occasion pour saluer le peuple congolais qui nous suit. Je dois préciser que ce qui arrive à notre classe politique, ou plutôt à l'élite politique congolaise et à notre pays tout entier, c'est une catastrophe. Parce que nous venons de perdre un des meilleurs parmi nous, la personne de M. Étienne Tshisekedi, qui s'en est allé. C'est vrai, c'est un passage pour tout le monde, mais ça laisse un grand vide, non seulement au sein de l'opposition politique, mais au sein de la classe politique dans l'ensemble. Je ne vais pas en rajouter, il se passe tellement de choses. Il y a une certaine confusion qui s'installe tout autour de ces drames que nous venons de vivre. Nous suivons de très près les prises de position des uns des autres. Vous avez d'une part la famille biologique du défunt Tshisekedi qui exprime sinon ses conditions, mais également ses désirs. Vous avez aussi sa famille politique, l'UDPS, qui a également ses exigences. Et entre-temps, vous avez sa plateforme élargie, Rassemblement et autres, qui en font de même. Ça nous met dans une position de malaise. C'est pourquoi je vous dis que moi, je n'aimerais pas en rajouter, parce que nous vivons déjà un drame douloureux. Alors, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ce que nous souhaitons, c'est que les choses puissent se passer de manière digne. Et dans la sérénité. Dans la sérénité, exact. Maître, nous savons que vous n'appartenez ni à la majorité, ni à l'opposition. Pourtant, nos investigations ont démontré que vous étiez toujours le bienvenu à l'imiter. Quelles leçons, sur le plan politique, avez-vous gardées de manière définitive du fait d'avoir côtoyé Étienne Tshisekedi de son vivant? Bon, je sais que vous êtes en train de rapporter ce que les Congolais, certains Congolais disent. Je ne laisserai pas certains Congolais penser que je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité. J'appartiens à une famille politique. Je suis de l'opposition. Mais seulement, présentement, il ne s'agit plus de l'opposition ni de la majorité. Il y a l'intérêt national qui doit nous guider, qui doit guider l'action de chacun. Parce que figurez-vous, en ce moment présent, si on avait respecté la Constitution et les lois qui nous régissent dans ce pays, on serait déjà en plein processus électoral. Alors, si tel est le cas, on ne parle plus de majorité ou d'opposition. Donc, voilà là où je me situe. Donc, vous avez en quelque sorte raison de penser que je ne suis ni de l'opposition ni de la majorité. Parce que je roule pour notre peuple présentement. Alors, concernant le défunt, c'est triste et je ne vois pas par où commencer. Parce que vous savez, on était tellement très attachés avec lui. J'ai servi dans l'UDPS pendant de longues années. J'étais l'un de ses proches collaborateurs. D'ailleurs,
j'ai eu l'honneur de les recevoir chez moi en Suisse pendant 2 semaines. C'était en 2001. Après, nous avons eu à travailler ensemble. Je ne me plains pas d'avoir eu à travailler avec lui. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et son départ, son décès me laisse sans voix. Aussi bien que même certains Congolais sont venus me présenter des condoléances chez moi. C'est pourquoi j'ai pris quelques jours avant de réagir parce que j'étais concerné personnellement. Donc j'étais ancré dans sa famille, lui aussi dans ma famille. Donc on avait tissé des liens familiaux qui a fait qu'on était très proches. Moi je partais les rendre visite. La seule chose, je précise, qui nous séparait, c'est que moi j'étais devenu, ou plutôt je suis devenu, président national d'un parti. Et lui, il est resté dans l'IDPS comme président national. Mais le reste est... Vous êtes devenu collègue. Hein? Davantage, exact. Vous êtes devenu collègue. Hein? Exact. Maître, est-ce que l'héritage politique de Tshisekedi sera aisé à assumer ou bien alors c'est une page qui se tourne de manière définitive pour la classe politique, notamment au sein de l'opposition? L'héritage politique. Je m'en veux tellement de n'avoir pas mis dans mes bagages un certain nombre de supports vidéo qui retracent tout ce qu'on s'était dit avec lui à Genève, les réunions qu'on a eu à faire avec lui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je m'en souviens encore. Nous avons eu une réunion à Genève et je me souviens, on avait commencé à 8h, nous sommes allés jusqu'au-delà de 1h du matin. L'un des points qui avait été abordé lors de cette réunion, c'était sa relève. Un des nôtres lui avait posé la question à l'époque de savoir s'il comptait préparer un dauphin. Tshisekedi avait dit clairement qu'il n'en était pas question. Qu'au sein du peuple congolais, et qu'il y avait beaucoup de Tshisekedi qui allaient s'élever les moments à venir. Et j'avais regardé tout le monde autour de la salle, mes collègues. Je me disais ce qu'ils avaient compris ou saisi la portée de cette déclaration. Parce que moi, je l'avais compris et j'avais saisi la portée. Aujourd'hui, les problèmes se posent. Maintenant, je vous dis ce qui va se passer concrètement. Les labels Tshisekedi a été mal utilisés. Je vous donne un exemple. Vous avez une charpente où vous avez un pilier avec tout ce qu'il s'en faut, qui vient de s'appuyer sur ces piliers. Vous avez la stratégie de la majorité, ou plutôt du régime Kabila, qui s'est appuyé sur la personne de Tshisekedi. C'est pourquoi il y a eu des réunions à Ibiza, Bruxelles et Paris. Même à Venise. Même à Venise également. C'est pourquoi si vous suivez, j'espère que vous l'avez lu, l'interview de Edem Kodjo, lorsqu'il disait que dans la stratégie de la majorité, c'était avoir l'IDPS et l'aider, ils allaient faire une force et pour que tout le reste n'allait plus compter. C'était une des stratégies de la majorité. Entre-temps, vous avez Moïse Katumbi qui est venu s'ajouter sur les piliers. Donc, qui a appuyé toute sa stratégie sur les labels ou la personne de Tshisekedi. S'ajoute à cela l'IDPS et puis d'autres partis politiques. Vous vous imaginez les drames. Aujourd'hui, les piliers s'est écroulé. Oui. Et la charpente, par conséquent, s'est également écroulée. Et c'est ça la problématique. Mais nous avons vu tout cela de loin. C'est pourquoi nous nous sommes mis à préparer la relève. Ça ne passe pas par 4 chemins, peut-être nous allons y revenir. Nous nous sommes intéressés à l'homme congolais. Nous avons pris des éléments qui lui manquaient, notamment l'éducation civique qui fait défaut dans notre pays. Je l'ai dit tout à l'heure, les Congolais ont de la peine à savoir pourquoi il est Congolais. Et en plus, les Congolais ont de la peine à savoir quels sont ses droits,
ses devoirs et ses obligations au sein de la communauté nationale, il en est de même pour ceux qui nous gouvernent. Mais parlons seulement des Congolais. Nous avons touché cette réalité des doigts parce que c'est ce qui nous pousse maintenant à faire ce qu'on appelle les séminaires de formation civique pour renforcer la conscience nationale. Mais également, nous nous attaquons à l'analphabétisme qui touche plus de 65% des citoyens congolais. Voilà, pour étendre un peu ma réponse sur la question. Merci maître. Bien, avant d'en venir à la mise au point que vous avez publiée le 20 janvier, nous allons terminer un peu sur ce chapitre Tshisekedi. Vous avez dit que le pilier s'est écroulé. Peut-être que la charge était devenue trop lourde à porter pour un seul pilier. Et pourtant, aujourd'hui, de plus en plus, on parle de Félix Tshisekedi. Il n'a pas les épaules assez solides pour succéder à son père? Mais vous avez trouvé le mot, bien que ce n'est pas le mot. Vous avez trouvé le mot lorsque vous parlez de la charge lourde. Mais je ne pense pas que ce soit le moment d'évoquer tout cela parce que nous sommes dans une période de deuil. Parce que chez moi, lorsque j'ai appris cette nouvelle, à notre siège, au siège d'unité de valeurs, nous avons placé en berne nos drapeaux. Nous avons laissé le drapeau national flotter en attendant les consignes. Mais seulement, je vais attirer une attention. Je vais attirer l'attention à ce qui se passe. Généralement, c'est peut-être du nouveau chez nous. Les gens ont tendance à oublier que nous sommes dans un système républicain. Et nous ne devons pas transformer la RDC, notre pays, en une monarchie républicaine, où les fils veulent chaque fois succéder au père. Monarchie républicaine, c'est déjà très, très contradictoire comme expression. Non, mais je vous dis, je ne mélange pas les pédales. Donc, je suis juste avec les mots. C'est ce qui semble... c'est pratiqué chez nous, dans tous les domaines, en musique et partout, partout. Parlement. On doit faire très attention. Partout, oui. L'enfant de Lumumba n'est pas Lumumba. L'enfant de Rochero n'est pas Rochero. Mais si vous voulez faire comme Rochero, trouvez autre chose. Encore une fois, si quelqu'un s'estime capable de porter une charge au niveau de l'État, ça n'engage que lui. Qu'il tente l'expérience. Mais après tout, non. Ce qui est grave, encore une fois, nous sommes arrivés à un point où nous ne devons pas tenter. Parce que la situation de notre pays requiert l'expertise. Donc il nous faut des gens capables. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent pour tenter. C'est pourquoi moi j'ai pris beaucoup d'années pour me préparer. Alors ça laisse à désirer. Libre à chacun de pouvoir tenter, comme vous le dites, mais le peuple, le seul juge, saura comment trancher le moment venu. Maître Michel Okongo Lomena, candidat président de la République, président du parti Unité des Valeurs. Venons-en maintenant dans le vif du sujet. Dans la mise au point que vous avez publiée le 20 janvier dernier, vous vous montrez particulièrement sévère envers l'élite de notre pays, et surtout l'élite politique, toutes tendances confondues. Mais qu'est-ce qui explique ce manque de confiance, ou je dirais même ce manque de considération? Manque de confiance, non. Manque de considération, non. Mais c'est un rappel à l'ordre. Parce qu'il faudrait que quelqu'un puisse le faire sans pouvoir mettre les gants. Or, aujourd'hui dans notre pays, vous avez une élite politique et qui n'a plus les moyens de sa politique. Une élite politique prise en otage par un système dans lequel il se trouve. Je dis ceci, nous avons eu un problème très sérieux. Nous sommes partis de violation en violation et ça nous rattrape. Ça nous a rattrapés aujourd'hui. Nous sommes en 2017, figurez-vous. On devait avoir de nouvelles institutions, de nouvelles têtes à la tête des institutions et de notre pays. Et il n'en est pas question aujourd'hui. Nous avons pris les choses en amont. Nous avons répondu favorablement à l'appel des chefs de l'État. Lorsqu'il s'agissait du dialogue,
Au départ, nous étions sceptiques. Mais à partir du moment où la communauté internationale s'y est impliquée, nous avons dit nous y allons également parce qu'on avait un certain nombre de garanties. Je suis de ceux qui ont siégé à la Cité de l'Union africaine. Exact. Je ne vais pas mettre la charrue devant le bœuf. Alors, je vais me limiter d'abord à donner un élément de réponse par rapport à votre question. C'est un rappel à l'ordre. Nous devons être sérieux. Parce que les affaires du pays, ce n'est pas n'importe quel pays, les affaires du pays, un pays comme la République démocratique du Congo, doit se traiter avec beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilités et beaucoup de diligence. Parce qu'il s'agit d'un pays de 2 345 000 km² de superficie, 9 pays frontaliers, aujourd'hui avec plus de 100 millions de Congolais. Donc vous imaginez notre responsabilité dans le monde, au sein de la communauté africaine. Et je vous dis que le Congo est appelé plutôt à être l'un des pôles de stabilité politique, économique, sociale en Afrique. Et ce n'est pas le cas. Nous faisons un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça, il faut qu'on en termine. Maître Michel, c'est puisque vous venez de le dire, pour vous, ni l'accord du 18 octobre signé à la Cité de l'Union africaine, ni celui du Centre Inter de Cézanne n'auront pas conduit à un compromis, et moins ni à l'inclusivité, mais la plupart des gens ne partagent pas même avec vous. Merci pour la question. Nous sommes là pour informer. Je vais rappeler que la politique, c'est un engagement. J'ai un métier, d'ailleurs j'en ai plusieurs. Je suis polyvalent. Je ne vais pas les étaler ici. Ceux qui me suivent, ceux qui m'ont vu à l'œuvre quelque part à travers le monde, savent qui est Michel Okongoulo-Mena. À plus forte raison, les historiens un jour sauront retracer mon parcours. Je vais également rappeler, parce que je vous ai entendu évoquer des accords. Est-ce que s'agit-il d'un lapsus ou parce qu'on a ouvert la bouche au peuple congolais? On ouvre la bouche, on lui demande d'ouvrir la bouche, on lui met quelque chose, on lui demande d'avaler, et le peuple a avalé quelque chose sans pouvoir savoir de quoi s'agit-il. Moi, je vous dis ceci, il n'y a jamais eu des accords. Là, je mets ma casquette de juriste, d'avocat. Nous avons eu un seul accord. C'est l'accord du 18 octobre 2016, qui est issu d'un dialogue qui avait bénéficié des instruments juridiques nationaux et internationaux. À la fin de ce dialogue, nous avons eu l'accord, le fameux accord. Et tout ce qui vient après obéit à la logique de l'article 24, qui avait laissé une brèche aux partis politiques, aux individus, aux groupements politiques qui n'avaient pas pu prendre part au dialogue de la Cité de l'Union africaine, de venir adhérer à cet accord-là. Et profitant de cette brèche, je dis bien profitant de cette brèche, les rassemblements et tout ce qui s'ensuit sont allés se retrouver au centre interdiocésain. C'était pour des discussions, tout simplement, où il fallait chercher à s'insérer parce que nous étions à la recherche de l'inclusivité. Et mon parti ainsi que moi-même avions souscrit à cette démarche de la recherche d'inclusivité. Eh bien, les gens arrivent là-bas. Ce qui est dramatique, ils créent une autre ambiance. Ils parlent d'un nouveau dialogue. Et puis, en fin de compte, on vous dit, il y a un accord. Et là, j'interpelle le chef de l'État pour dire que nous l'avons fait confiance. Nous avons compris que le pays allait droit dans les murs. Nous avons accepté de s'asseoir avec lui. Moi, j'ai personnellement contribué
pour des postes, parce que j'ai mes ambitions, que j'ai fait 6 soirs, qui sont connues des Congolais. Je suis allé m'asseoir avec tout le monde pour rechercher la paix. Cet accord doit être respecté par tout le monde. Les cheminements, c'est quoi? C'est basé sur l'article 69, 79 et 91. Le chef de l'État a convoqué les dialogues. C'était de son plein droit. Et nous avons eu les dialogues. Et les conclusions de ces dialogues, donc l'accord, lui a été soumis par les facilitateurs. C'était à prendre ou à laisser. Il a jugé de prendre. Mais à partir du moment où il a pris cet accord, et nous l'avons vu à l'œuvre en train de commencer à appliquer, parce que le Premier ministre qui est en poste aujourd'hui, il est ici de l'accord du 18 octobre. On ne peut pas accepter qu'un groupe de gens qui a refusé de venir s'asseoir avec les autres, afin que nous puissions avoir l'inclusivité, qui a fait perdre le temps à ce pays et qui a même provoqué la mort de certains de nôtres, puisse profiter de cette brèche et aller ériger une montagne. Donc c'est un jeu démocratique. Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il se croit qu'il est là éternellement. Et que ceux qui sont avec lui doivent comprendre que s'ils sont là, parce que c'est un système démocratique. Et demain, cela doit changer, qu'on le veuille ou pas. Donc on doit respecter les cardinaux que nous sommes. Les cardinaux politiques. Maintenant, revenons à votre question. Oui. Je ne vais pas passer sous silence la question de la SENCO. J'avais rendu attentif la SENCO lorsqu'on était encore... Parce que la SENCO était avec nous au dialogue. Nous n'avons pas compris pourquoi elle avait jugé de claquer la porte. Je suis de ceux qui avaient participé à une mission de bons offices que nous avions y amené à l'époque, sous la direction du fait Arthur Zaïdi Ngoma, paix à son âme, qui nous a quittés depuis. Nous sommes allés vers la SENCO pour lui demander de réintégrer ses rangs. En ce moment-là, j'avais rendu attentif la SENCO sur le fait qu'elle devait faire très attention pour ne pas pousser l'Église au-delà du village. Mais c'est arrivé aujourd'hui. Vous imaginez l'échappatoire à chaque moment déterminant que trouve la SENCO pour se soustraire. Tantôt c'est la cérémonie à Bikoro, pendant les moments difficiles capitaux pour notre pays, en pleine négociation. Elle va se retirer. Tantôt ce sont la période de fête. Mais un soldat qui est en plein combat dans le front, il n'a pas de calendrier. Fête, mariage, rien, ce n'est pas son problème. Il faut y aller. Moi, lorsque les événements du 19-20 septembre avaient eu lieu, moi j'ai pris ma moto, je suis allé à la cité. Vous imaginez, sur une moto, j'ai parcouru tout Kinshasa, de Tchangou jusqu'à la cité de Loïa, parce qu'on avait un travail à faire. C'est-à-dire, lorsqu'on est au fond des combats, on affronte les réalités qui s'érigent sur notre chemin. Mais il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de... C'est là où je vous dis qu'aujourd'hui, présentement, moi j'ai été élevé dans la foi chrétienne, dans l'église catholique. Je me demande toutes les valeurs qui nous ont été inculquées, on les retrouve plus. Est-ce que la SENCO aujourd'hui peut regarder le peuple droit dans les yeux pour dire qu'elle est dans la vérité? Et ça c'est grave, on détruit le pays, on détruit l'image de l'église catholique. Ça, c'est pourquoi je les ai dit que si vous n'arrivez pas, laissez tout cela aux politiciens, parce que nous serons réglés. Nous serons réglés. Nous sommes arrivés à une phase où nous avions Mobutu qui résistait. Tout ce qu'on faisait, il y a eu la conférence nationale, il y a eu ceci, négociations, il s'accrochait. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui à la case de départ. Ce qui est arrivé risque d'arriver aujourd'hui. Mais ce serait de manière démocratique.
Voilà ce que je vais insinuer. Oui, maître, donc en parlant de la Synco en ces termes-là, est-ce que vous n'évoquez pas la laïcité de l'État congolais tel que consacré par l'article 1er de la Constitution? Ce n'est pas seulement moi qui le fais, parce que n'oubliez pas que la Synco doit œuvrer au sein de la CIM, la commission, je sais pas ça, vous savez ce que ça fait? C'est une structure qui travaille avec la CENI. La CENI, oui. Non seulement avec la CENI, mais elle est là, dedans il y a 10 confessions religieuses. Confessions religieuses. 8 ou 10. Donc ils doivent travailler en symbiose. Mais la Synco est sortie du lot pour travailler de manière autonome, de manière cavalière. Nous étions avec Monseigneur Marini, qui est resté là-bas. Ne me dites pas que Monseigneur Marini ne voyait pas tout ce qu'il y avait comme contradiction dans ce qu'on faisait, parce que je vous dis que cet accord-là, ce n'est pas un accord parfait. Il y a des ratés, comme toute œuvre humaine, il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Nous avions aussi Élébé, les révérends Élébé. Tout ce monde-là n'avait pas les yeux pour voir pourquoi la Synco s'est permise de sortir et de créer un autre schéma. Rechercher l'inclusivité, oui, mais pas créer la confusion. Maintenant, aujourd'hui, les fils s'entremêlent. Nous ne savons pas par où commencer. Et le chef de l'État, moi j'ai revu au chef de l'État qui accepte tout cela. C'est grave. Il est le garant de la Constitution. Il faut encore s'en tenir à ces termes. Mais il doit veiller au respect des lois, des arrangements et de la Constitution. Mais là, il est en train de violer ce qu'on a bâti ensemble. Nous avons mis nos vies en danger. Le 19, le 20 septembre, le 19, le 20 décembre, les gens sont allés se réfugier quelque part. Mais nous, on était chez nous. Nos adresses étaient connues. Nous recevions des menaces tous les jours. Et tout ce qu'on a fait, c'était au nom de la République. Ce n'était pas pour avoir des postes, parce que moi, j'ai mes ambitions. Je me suis préparé pour gagner les élections. Moi et mon équipe. Je n'attends que les élections. Ceux qui veulent accéder au pouvoir par des combines, c'est leur problème. Moi, je dis que c'est temps révolu. C'est pourquoi je vous dis que les Congolais doivent être suffisamment informés. C'est ce que je fais maintenant. Maître, pour l'unité de valeurs, aller de dialogue en dialogue, de négociation en négociation, bref, tout cela se résume par un hold-up sur le dos du peuple congolais. Mais vous faites vous-même partie de cette classe politique qui dialogue, qui négocie tout le temps. Est-ce que vous ne faites pas de l'autoflagellation? Vous savez, même au ciel, lorsque Dieu s'est fait entourer de ses anges, personne ne pouvait imaginer qu'une fraction allait se rebeller contre lui. Lorsque nous y allons au dialogue, il n'y a pas un mécanisme qui puisse nous permettre de lire les pensées des uns et des autres. Nous sommes allés avec sincérité, avec l'envie de servir. Mais aujourd'hui, les masques sont tombés. Nous avons vu lesquels sont allés pour des postes, lesquels pour qui l'intérêt des Congolais ne dit rien. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes. Mais est-ce qu'en politique, vous avez parlé de sincérité tout à l'heure, est-ce qu'en politique, la sincérité est une vertu prise en compte? C'est une notion capitale. Est-ce qu'elle est prise en compte en politique? Oui, ça dépend des individus. Mais si vous me demandez, à moi, je vous dirais que pour moi, elle est prise en compte. Moi, je suis sincère dans ce que je fais. Parce que vous savez, lorsque j'interviens, j'ai des rapprochements aussi avec la majorité. Lorsque je vois que telle ou telle autre situation va affecter la vie d'une nation, de notre nation, j'interviens. Je le dis devant la caméra de la télévision. J'interviens sans pouvoir faire de bruit. Et pourtant, je ne suis pas de la majorité. Avant-hier, j'avais reçu un grand cadre de l'opposition. J'ai donné des directives comme conseil pour permettre à l'opposition, à l'IDPS, de trouver des solutions.
de trouver un dénouement par rapport à la situation qui se passe. Voilà la sincérité. La sincérité relève d'un esprit républicain, de l'amour de la patrie, de l'amour des autres. C'est aussi une question de bon sens et cela relève également de l'éducation et de l'instruction que nous avons reçue. C'est très important dans la vie. Maître Michel, au Congo, maintenant président du parti politique Unité des Valeurs, vous écriviez dans la mise au point que nous avions citée tout à l'heure, qui a été publiée le 20 janvier, que, je cite, que le mariage Kabila-Tshisekedi est un mariage contre nature. Mais vous ne pensez pas que ce mariage, à un moment, était nécessaire pour parvenir à une sorte d'apaisement social? Soyons justes avec les mots. Nécessaire, oui. Mais j'ai dit, il est contre nature. Parce que chacun des deux partis, ils viennent avec ce que j'appelle un agenda caché. Je vous ai dit au départ que la négociation pour le dialogue n'a pas débuté au centre interdiocésain. Elle a débuté un peu ailleurs, à Ibiza, on a dit, Venise. C'était un autre chemin. Présentement, je vous dis que ce schéma-là, ça n'a pas abouti parce qu'il y avait des préalables qui ne marchaient pas. Et aujourd'hui, Kabila et Tshisekedi sont revenus sur ce chemin. Et vous n'allez pas me dire, j'imagine, parce que Moïse Katumbi, disons les choses clairement, c'est la bête noire du régime. Mis à part tout ce qu'il a comme ennui judiciaire. Mais soyons francs, parlons francs, c'est un langage politique. Je vois mal la majorité accepter de faire revenir Katumbi à travers un accord signé par les rassemblements. Et ce qu'il faut, la charpente du rassemblement, ce sont les G7. Et qui sont les G7? Ce sont les transfuges, les dissidents de la majorité. Et vous voyez le climat qui a régné après leur départ. Et je ne vois pas comment la majorité va leur étaler un tapis rouge pour le faire venir. C'est pourquoi je vous dis, ce mariage-là est contre nature. Et ne nous voilons pas la face. Certaines choses doivent être dites publiquement. Parce que nous sommes dans une période de transition. Personne n'a la plénitude du pouvoir. Personne. Celui qui se laisse amener dans ces... ou qui croit qu'il a la plénitude, il se trompe. Vous avez l'élite politique, l'équipe dirigeante qui est en sursis. Et ce sursis a été accordé par le peuple congolais. Grâce au travail que nous avons eu à faire, nous avons apaisé le peuple. Maintenant, qu'on prenne les choses avec gravité. J'ai dit, nous devons appliquer 3 principes. Respect de la parole donnée, respect de la Constitution et respect du droit. Sans cela, nous n'allons pas avancer. Voilà pourquoi j'ai parlé de ces mariages contre nature. Effectivement, maître, avant de revenir encore dans votre mise au point, mais vous avez dit quelque part, bientôt là, vous venez de dire que vous avez accueilli quelqu'un de l'opposition ou vous avez prodigué quelques conseils pour l'UDPS. On peut en savoir un peu plus, en 2 mots peut-être. C'était quel conseil que vous avez prodigué à l'UDPS? Non, mais lorsque j'observe ce qui se passe au sein de l'UDPS présentement, au sein du rassemblement, parce que vous savez qu'au sein de l'opposition, il s'est créé 2 pôles. Malheureusement, vous avez ceux qui sont aujourd'hui à la 5E, ajouter à cela quelques politiciens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ont été avec nous au dialogue, mais ils viennent signer. Je ne sais pas pourquoi ils doivent signer cet accord-là. Parce que l'accord a été remis au chef de l'État et c'est lui qui devait normalement désigner une équipe pour voir avec tout le reste. On ne peut pas appeler Roubero, on appelle tout ce monde-là. Et ils viennent, ils sont là.
parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Alors j'ai dit ceci, nous sommes focalisés sur ce qui se passe autour de la disparition de M. Étienne Tshisekedi, qui nous affecte tous. Nous aurions voulu le plairer, l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Mais on ne nous donne pas cette occasion. Entre-temps, les choses sont suspendues autour de cet événement, qui n'est pas des moindres, je le précise. C'est pourquoi j'ai fait appel à un des hauts cadres de l'IDPS. Je lui ai dit, voici les chemins qu'il faudrait suivre. Ces chemins-là, c'était l'humilité. Mais aussi en politique, il faut avoir une certaine stratégie, en politique comme dans un autre domaine d'ailleurs. Et ça, c'est le conseil que j'ai donné, juste pour décanter la situation, afin que les pays puissent respirer. C'est le pragmatisme. Exact. Revenons dans votre mise au point du 20 janvier. Vous mettez en avant la place de la corruption dans quasiment tous les secteurs de la société. Mais vous-même, candidat président de la République, dès que vous êtes élu, comment allez-vous s'y prendre? Pour combattre la corruption qui est un véritable fléau en fait. Vous savez, ne m'étonnez pas, parce que vous savez que la vie d'une nation ne dépend pas seulement d'un seul individu. Vous avez des hommes d'État, des chefs d'État, qui dans leur campagne, ils disent « élisez-moi, je ferai ça. Élisez-moi, je ferai ceci ». Ce n'est pas ça une bonne façon de parler au peuple. Moi, je viens demander au peuple de s'élever. Je vais vous donner un exemple. Parmi les modules de notre programme, les séminaires, j'évoquais un programme, un problème. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu commerçant. Vous avez des petits commerces partout. J'ai pris la ville de la commune de Kimantsek, avec 1250 avenues à peu près. Sur les 1250 avenues, j'ai demandé à mes conseillers d'essayer de comptabiliser le nombre de tables de petits commerces. Ils en ont trouvé Paris une centaine. J'ai dit, prenons 50. On a pris la moyenne. Et chaque jour, j'ai dit bien chaque jour, il y a une taxe de 200 à la de 200-400 qui est prélevée. C'est chaque table. Allez-y vérifier, vous verrez que les percepteurs ne prennent même pas le soin de délivrer une quittance. Il encaisse et puis ça va. Et ça se fait à ciel ouvert. Et lorsqu'on a comptabilisé ce qu'il perçoit par jour, ça fait à peu près 25 millions de nos francs par jour. 10 jours, ça vous fait 250 millions. Un mois, ça vous fait 750 millions. Et ça passe par où? Vous voyez, la corruption, elle est tellement ancrée dans notre système, dans notre organisme. Et j'ai dit, pour y arriver, il faut créer des mécanismes. Les mécanismes, c'est quoi? Il faut tout faire pour essayer de donner du travail aux gens. Parce que nous avons un chômage, un taux avoisinant les 95%. Déjà. Mais si quelqu'un n'a pas de revenus, il va se verser dans la corruption, donc dans la magouille. Les conditions sociales dans l'ensemble, il faut commencer par là. Et je ne vais pas étaler tout mon programme politique, parce que nous avons traité cette question, nous avons trouvé des solutions. La corruption, on la retrouve partout et à des niveaux divers, mais aussi au-delà, en dehors de notre pays, en dehors même de l'Afrique. Mais il faut chercher à la réduire et un jour à l'éradiquer. Parce que nous devons vivre dignement. Voilà. C'est ça le but de ma phrase. Oui, Maître Michel Okongo, pour vous, les signes de la fin de l'oppression sont déjà visibles, selon vous.
Vous écrivez dans cette mise au point que les signes de la fin de l'oppression sont déjà visibles. Quels sont ces signes que vous voyez? C'est presque un langage biblique, là. Oui, c'est pas seulement biblique, mais vous savez, les Congolais doivent renouveler son intelligence. Moi, je ne vais pas parler forcément du présent, mais le passé est fait pour guider à la fois le présent et l'avenir. Figurez-vous du temps de Mobutu, vers la fin, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, voyons un peu ce qui a marqué son arrivée au pouvoir. Il y a 3 baromètres. Le peuple, la communauté internationale, où vous avez nos amis là-dedans, vous avez l'élite politique. 3 baromètres. Lorsque vous remplissez ces 3 baromètres, vous avez plus de la moyenne. Ça veut dire que les choses fonctionnent bien. C'est pourquoi lorsque Mobutu est arrivé au pouvoir, le peuple l'avait acclamé. Donc, côté peuple, la baromètre était pleine. Côté communauté internationale, ce sont nos amis qui nous accompagnent. Vous avez les investisseurs, vous avez là-dedans des conseillers. Et lorsque l'horizon est clair, vous avez cette baromètre qui affiche, ces baromètres qui affichent clair. Et l'autre, c'est l'élite politique congolaise. Mais Mobutu, à un moment donné, c'était les impairs. Donc, on avait cassé l'autre colonne. Maintenant, Mobutu a travaillé avec des colonnes. Au bout d'un certain temps, il a repris l'autre colonne. Sur les 3 colonnes, nous nous sommes retrouvés avec les peuples qui n'avaient plus confiance à Mobutu. Ça, vous le savez. Nous nous sommes retrouvés avec la communauté internationale qui n'avait plus confiance à Mobutu. Donc, les 2 colonnes-là étaient exclues. Et la 3e colonne, c'était l'élite politique congolaise qui n'avait plus confiance à Mobutu. Maintenant, prenez la situation aujourd'hui. Prenez les 3 colonnes-là, essayez de les transposer dans ce que nous vivons aujourd'hui. Ça vous donne quoi? Ce sont des signes annonciateurs de la fin d'un système. Quand je parle de système, je ne parle pas forcément des régimes. Je parle du système érigé. C'est là où nous en sommes. Alors, si vous ne prenez pas conscience, vous risquerez d'être absorbé, aspiré par les changements. Parce que lorsque l'AFDEL est arrivé, je me souviens, selon nos informations, lorsqu'on tirait un seul coup de feu à l'autre coin de la rue, c'est tout le monde qui sortait pour applaudir. Venez nous libérer. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils en avaient assez d'un système. Mais aujourd'hui, fort heureusement, le peuple est mature. Tout ce que le peuple veut, c'est qu'il y ait un changement pacifique. Que cela se passe de manière démocratique. Autrement dit, on n'en serait pas là. Alors faisons attention pour ne pas abuser la confiance du peuple. Maître Michel, au Congo, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais je ne peux pas m'empêcher de citer encore cette phrase prise dans votre mise au point. Je vous en prie. C'est celle-ci. Le jour où le peuple congolais arrivera au bout de sa patience, il se lèvera tout seul, sans attendre le mot d'ordre venant d'un quelconque acteur politique. Fin de citation. Est-ce que, honnêtement, Maître Michel Okongo, candidat à président de la République pour le Parti Unité des Valeurs, est-ce que ce n'est pas là un appel à l'insurrection populaire? Non, au contraire. J'ai dit, ne nous voilons pas la face. La réalité doit être regardée d'en face. Vous savez, lorsqu'un être, c'est humain. Lorsque vous poussez un être humain jusqu'à la dernière ou au dernier retranchement, qu'est-ce qui se passe après? Regardez avec les tortionnaires. Lorsque torture quelqu'un, la personne crie, parce qu'il y a la sensibilité qui est là à 100%. Petit à petit, arrivera au moment où il ne criera plus. Il est saturé de douleur. Il est saturé.
C'est-à-dire ces peuples qu'on a repoussés jusqu'au dernier retranchement par les réflexes de survie, l'instinct de survie. C'est ce qu'il faudra craindre. On pourra dire un jour, mais ça sert à quoi de vivre? Mourons tous une seule fois. C'est là ma crainte. Et naturellement, les politiciens vont récupérer la situation. Je ne pense pas que ce serait le cas. Parce que si celle devenait le cas, nous tous, je dis que nous tous, nous avons abusé de ce peuple, y compris moi-même. Hein? Solidarité des classes. Donc nous serons tous responsables d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ce qui est à craindre. Parce que nous nous amusons à dire que le peuple est le souverain primaire. C'est une marque de reconnaissance. Mais il faut le dire avec, en connaissance de cause, avec sincérité, que ça ne soit pas un simple slogan. Si vous reconnaissez que le peuple est le souverain primaire, reconnaissez aussi qu'un jour le souverain primaire pourra avoir un mot à dire, d'une manière ou d'une autre. C'est pour empêcher tout cela que nous discutons. C'est pour empêcher tout cela que nous sommes en train de nous mettre ensemble, de trouver des mécanismes pour sauver la République. Parce qu'on ne peut pas permettre à ce qu'un jour notre peuple puisse se déverser dans les riz. C'est une force, le peuple. C'est un rouleau compresseur. Je vous le dis parce que j'ai vu en Iran, j'ai vu en Roumanie. Le fameux printemps arabe. Voilà, au Burkina Faso, nous avons vu en Tunisie. Ne souhaitons pas que cela nous arrive. Il est grand temps, je dis bien, il est grand temps. Parce que comment les gens peuvent être aveugles à ce point-là pour ne pas pouvoir faire une bonne lecture de l'histoire et puis envisager le présent et l'avenir? Moi ça me dépasse. C'est pourquoi j'ai fait ça. J'ai demandé à voir le chef de l'État qui ne m'a jamais donné la possibilité de voir. Le Premier ministre est pareil. Lorsque je veux voir le chef de l'État, c'est parce que le pays est en crise, ça se passe partout. Nous sommes un pays démocratique. Lorsque vous allez vers un chef, vous nous dites des choses qui concernent le pays. Moi, je n'irai pas demander de l'argent ou des postes. Je vais pour lui dire ce qu'il faut faire. Moi, pour obtenir les postes, je vais passer par les élections. C'est ce que je vais. Mais le pays nous appartient à tous. Ça sert à quoi de brûler, chercher à brûler le pays, alors que même après le pouvoir, après l'exercice du pouvoir, il y a encore une vie qui reste. Il y a la vie continue. La vie continue. Merci. Voilà pourquoi je reprends votre mot, sévère. Très sévère. À la fin, j'ai dit que j'étais sévère. Merci, maître Michel Okongo Lomena. Vous êtes président, je le rappelle, du parti politique Unité des Valeurs. Vous êtes également candidat à président de la République parmi les tout premiers qui se sont prononcés. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission que nous vous présentions depuis le salon Bonobo de l'Hôtel Vénus, notre partenaire dans la commune de La Gombe. Merci et à la prochaine.